Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Posé au ciné. Aujourd'hui, on reçoit Ivana Coppola. Bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne, vous avez fait du théâtre, du cinéma et Mhm. vous êtes très active dans le milieu du doublage. Vous êtes notamment la voix française de Julianne Moore, de Vera Farmiga et vous êtes aussi directrice artistique. On en parlera après. Pour commencer, comment est-ce que vous êtes arrivée dans le milieu du doublage et de la comédie en général ? Alors, comédie, doublage, je ne suis pas arrivée par le même... J'ai d'abord fait une formation de comédienne au théâtre, et puis j'ai fait du théâtre au départ, j'ai tourné. Et le doublage est venu longtemps après. J'ai un ami en fait qui m'a dit tiens, qui en faisait un petit peu, qui m'a dit ça te plairait beaucoup, viens assister. Je suis venue assister une fois et j'ai complètement flashé, craqué pour cet exercice qui est un exercice de comédien mais qui est avec une technique. Et voilà, et donc du coup j'ai démarché pour rencontrer un peu les personnes qui en faisaient. Et petit à petit j'ai fait des ambiances, des petits rôles, etc. etc. Voilà. Donc c'est une corde de plus au métier de comédien de départ. Vous êtes la voix française de Julianne Moore depuis 2001. Oui, alors juste une précision, Ouais. je suis la voix... Oui, voilà. En fait, je pense c'est moi qui l'ai le plus doublée. J'ai dû faire 14-15 films avec elle, des séries aussi. Mais il y a aussi 2 ou 3 autres comédiennes qui Ouais. la doublent de temps en temps. Voilà, c'est juste pour préciser. Ok. Oui, donc je disais, donc vous êtes la voix récurrente de Julianne Moore. Est-ce que, quand vous l'avez doublée pour la première fois, est-ce que vous étiez directement à l'aise avec cette actrice ou il vous a fallu un temps d'adaptation ? Ah oui, alors ce qui était bizarre, c'est que la première fois que je l'ai doublée, c'était pour Hannibal. Et en fait, j'ai passé des essais avant de la doubler et je ne la connaissais absolument pas. C'est-à-dire qu'en fait, je ne savais pas qui était Julianne Moore. J'ai passé des essais, j'ai passé des essais sur une comédienne que je ne connaissais pas. Et j'ai été choisie. Et à partir de là, je me suis un peu plus intéressée à elle. Et la première fois que j'ai passé les essais donc, et que je l'ai doublée, en fait, non, c'était une évidence. Enfin, il y a des comédiens, des comédiennes où on se sent, comme on dit, comme dans des chaussons. Puis on a d'autres qui nous donnent un peu plus de fil à retordre. Et elle était assez évidente, en tout cas pendant les essais, dans ce registre-là. Vous Donc, vous sentiez déjà assez proche de l'actrice ? je me sentais complètement proche d'elle. D'accord. Complètement, ouais. Et même dans ce qu'elle dégage et dans ce qu'elle fait, c'est une comédienne merveilleuse, comme on sait, parce qu'en plus, elle a une palette incroyable. Parce qu'elle peut aller du drame, des personnages trash, borderline, et moi j'adore ça, à la comédie complètement pétillante et complètement en rupture. Et elle est parfois compliquée en fait, elle est parfois compliquée à suivre, mais quand on la connaît bien, on sait tout de suite comment entrer dans le chemin quoi, pour y aller. Et là, elle m'est vraiment devenue familière. Quoi. J'ai un truc... voilà. Et justement, je voulais vous demander, vous préférez la doubler quand c'est un personnage plus trash, comme vous avez dit, ou alors quand c'est plutôt de la comédie plutôt léger ? J'adore quand elle est dans des personnages trash. Je me souviens de Carrie, je me souviens de ce que je fais en ce moment aussi. Enfin bon, de plein de choses où elle est trash. J'aime beaucoup quand elle est là-dedans. Mais une petite comédie de temps en temps avec elle ne me déplaît pas. Ok. C'est sûr. Pour trouver votre voix de Julianne Moore, est-ce que vous avez gardé votre voix naturelle ? Est-ce que vous l'avez modulée ? Non, alors pour aller vers elle, moi je suis assez à l'aise sur elle quand elle est dans ses graves. D'accord. Quand je suis vraiment dans ma zone de confort, quand elle est dans un truc grave comme ça, où on voit un peu qui descend. Voilà. Après, de temps en temps, et comme c'est de l'américain, les Américains, ils ont une résonance aussi un petit peu plus nasillarde. Et quand elle monte dans ses aigus, elle peut être un peu plus nasillarde. J'ai un tout petit peu plus de mal à la suivre là-dedans, mais je peux composer. Voilà. Ok. Donc du coup, non, je compose un petit peu. Je me rends pas compte, en fait. En fait, vous savez, ça se fait... ça se fait naturellement. C'est-à-dire qu'on voit une image, on voit un sentiment, enfin on voit un jeu, et quelque part, je crois que notre voix, elle y va sans trop que ça passe par le cerveau. En tout cas, moi, j'ai envie de fonctionner comme ça. D'accord. J'ai pas envie de réfléchir à me dire, tiens, je vais la prendre. Enfin, voilà. Je préfère y aller avec mon instinct. Vous êtes également la voix française, enfin une des voix françaises de Vera Farmiga depuis 2009. Quelles sont les différences de jeu et les similitudes entre Julianne Moore et Vera Farmiga ? Elles sont pas très lointaines, en fait, toutes les deux, je trouve. Et elles sont pas très lointaines parce qu'elles peuvent aussi aller dans des trucs un peu comme ça, un peu sombres, un peu borderline. Pour l'instant, dans ce que j'ai doublé de Vera Farmiga, c'est peut-être plus souvent un peu identique. Pas un peu. Il y a peut-être moins de différences que Julianne Moore, qui propose vraiment une palette tellement immense. Voilà.
Ok. Peut-être que Vera Farmiga, parce que j'ai beaucoup fait Conjuring avec elle, donc ça c'est toujours un petit peu le même registre. Mais j'aime beaucoup cette comédienne aussi. Mais voilà, elles sont à la fois proches et à la fois, je pense que Julianne Moore, pour l'instant en tout cas, ce que j'ai fait avec elle, a- je l'ai doublée dans des palettes plus différentes. Ok. Parce que moi, j'avais l'impression, quand vous doublez Vera Farmiga, j'ai l'impression que c'est une voix plus douce, Oui, contrairement à Julianne Moore, qui est oui, peut-être un peu plus rude. oui, oui, c'est vrai, tout à fait. Ouais, c'est juste. Elle est dans quelque chose où instinctivement, je vais dans une voie plus douce parce que je trouve que c'est aussi ce qui colle, ce qui ressort de l'image en fait. On fait aussi en fonction. On a une image avec quelque chose qui a déjà été fait par quelqu'un d'autre. Donc de toute façon, c'est à nous d'aller vers la personne parce que la personne à l'écran ne viendra jamais vers nous. Ça c'est une évidence. Donc c'est vraiment à nous avec beaucoup d'humilité, de s'adapter à sa voix, à ses yeux, à toutes les choses. Il y avait un comédien dans le doublage, je me souviens plus qui disait il faut bien regarder les yeux et puis il faut bien regarder la petite veine qui bat là. C'est ça qui nous donne la respiration du comédien. Je fais aussi de la formation en doublage et c'est ce que je dis aux jeunes comédiens ou moi jeunes comédiens qui viennent apprendre cette technique. C'est qu'il y a un truc très organique. Il ne faut pas se dire que c'est juste une belle voix et puis bien lire une bande rythmo, c'est pas du karaoké. Il y a quelque chose qui passe dans le corps. Moi, j'aime bien c'est cette notion d'organique, de ventre. Et en fait, c'est observer une image. Et observer, c'est le prendre. Et après, c'est relancer le truc, c'est le restituer. Oui, justement, ça me fait penser à une interview de Benoît Alman. Je crois que c'était lui qui disait qu'en fait, pour doubler un comédien, ça se passe surtout dans l'œil et dans le regard. Exactement. Ben, je rejoins complètement Benoît Alman Ok. là-dessus, ça c'est certain. Vous êtes aussi directrice artistique, comme Oui. je disais tout à l'heure, et vous avez notamment fait la direction artistique de Stranger Things. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens qui connaissent un peu moins bien qu'est-ce que c'est que la direction artistique? La direction artistique, au niveau de la technique, enfin au niveau d'un truc plus concret, plus terre à terre, on reçoit une œuvre en VO, donc que ce soit des épisodes d'une série ou que ce soit un film, on le visionne, on fait une recherche de voix, à savoir qu'il y a des comédiens dessus qui ont parfois été doublés, donc on regarde sur Internet, un peu partout, sur tous les sites, si c'est des voix référencées, ce qu'on appelle des voix référencées. On fait son casting en fonction de ça. Parfois, voilà, on propose aussi d'autres comédiens. Donc ça, il y a quelque chose de créatif dans le fait. Le casting, il se fait au niveau du timbre de voix, mais c'est aussi au niveau de l'énergie, au niveau d'un petit sourire, au niveau d'un truc qui frise dans l'œil. Le casting, c'est un truc, mais c'est important, c'est une phase importante parce que un bon casting, c'est tout de suite une VF qui est déjà, voilà, qui est déjà gagnée, quoi. Et puis sur le terrain, en plateau, on travaille avec un ingé son, et puis on travaille avec les comédiens qui viennent, à qui on explique le film, et qu'on dirige, parce que nous on connaît toute la globalité d'une série ou d'un film, à qui on explique le personnage et qu'on emmène petit à petit vers ce personnage. Donc c'est vraiment de la direction d'acteur. Et ça c'est absolument passionnant et c'est très jubilatoire à faire. Mais il faut aimer les gens, j'ai envie de dire. J'ai envie de parler d'amour parce que c'est important d'y mettre son cœur et un peu de son âme, sans partir dans des choses complètement surréalistes. Mais c'est une bonne VF et une bonne journée de travail, enfin bon, un bon doublage. Moi, je trouve que ça passe aussi par là. Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie que ça passe aussi par là. Maintenant, chacun travaille comme il veut. Mais voilà. Quand vous faites les castings, comment est-ce que vous faites pour trouver la voix française d'un comédien, enfin d'un acteur qui n'a pas encore de voix récurrente ou de voix officielle? Ah, bah, j'ai envie de dire, c'est pas que c'est encore plus facile, c'est là où entre en ligne de compte l'intuition. Enfin, moi, je suis assez instinctive et intuitive et de sentir. Parfois, en fait, je mets plein de noms sur une feuille. Je regarde le truc et j'essaie juste. Je réfléchis pas. Je dis, qu'est-ce qui me vient en tête? Je mets plein de noms, je mets plein de noms. Après, je laisse reposer. Parfois, j'ai des évidences. Parfois, j'en ai pas. Parfois, je sais pas, le soir, je vais me coucher. Et le lendemain, je me réveille et j'ai une évidence. C'est pour ça que c'est l'intuition. C'est un truc que je sens et j'aime bien fonctionner comme ça. Et d'une manière générale, je me rends compte que ça fonctionne toujours. Parfois, ça prend plusieurs jours, hein, je sais pas. Je tourne autour de 3 noms. Je me dis,
oui, mais un tel, j'ai envie des 3 noms en même temps, je peux pas mettre les 3 noms en même temps. Alors des fois, je fais des sacrifices, je me dis, allez, tant pis. Là, ça m'est arrivé sur une série que je vais commencer, dont je peux pas parler non plus. C'est pareil, j'avais deux, trois noms pour un très 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 beau le rôle principal, et c'est un sacrifice, et bon, j'en ai choisi un. Après, je me base aussi dans l'équilibre, je me dis, si je prends ce rôle principal là, je vais prendre cette autre voix, un rôle secondaire, et du coup, c'est un équilibre de voix. Vous voyez, D'accord. c'est comme un truc qu'on Un ensemble. compose, ouais, une statue qu'on compose avec ça. Comment ça se passe, les essais, pour que des comédiens testent leur voix sur des acteurs? Est-ce qu'on double des extraits, des bandes annonces? Quand il y a des extraits pour des rôles précis, les comédiens viennent, et en général, ou c'est moi qui choisis les extraits, ou c'est le client qui va imposer des essais. Ah, Ce sont d'accord. des essais, en général, ce sont des essais sur ce qu'on va doubler, sur le film qu'on va faire. Par exemple, sur Stranger Things, il y a eu des essais sur des morceaux de ce qui allait être fait par la suite, quoi. Quand vous vous occupez de la direction artistique, est-ce que vous recevez des indications ou des attendus de la part du réalisateur ou de la production Oh là oui, enfin, Ouais, du réalisateur non, de la production non, mais on reçoit beaucoup, maintenant de plus en plus d'indications de la part des clients. Voilà, on reçoit beaucoup de choses de la part de toutes les plateformes, que ce soit Netflix, Amazon, toutes les plateformes. On a vraiment des indications extrêmement précises sur voilà, comment les choses doivent se passer, ce qui est attendu, etc., etc. et vous vous occupez aussi de l'adaptation ou c'est des personnes qui ont... Non, 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 non. Alors l'adaptation en doublage, mais c'est important d'en parler parce que c'est une part. Le casting est une part très importante, mais l'adaptation est primordiale aussi. C'est vraiment ce qui fait une bonne VF, hein. Ce sont des adaptateurs, ce qu'on appelle des auteurs, des adaptateurs, et c'est vraiment un métier à 100%. La VF, c'est eux qui l'ont écrit, quoi. Donc c'est important. Une bonne VF, il faut qu'elle soit naturelle, il faut qu'elle soit parlée, il faut qu'elle soit qui a un sens du dialogue, il faut que ce soit dans la bouche, il faut que ce soit synchrone. C'est assez magique, et c'est une part importante. Comment est-ce que vous faites pour vous préparer à un rôle en particulier? En doublage ou en Ouais, général? un doublage, Ah un oui, un doublage. doublage. On se prépare pas à un rôle en particulier parce qu'en fait, la plupart du temps, on ne sait pas ce qu'on va faire. Alors, la plupart du temps, on arrive et quand c'est un grand film, on nous dit plus ou moins, bah oui, voilà, j'ai un film avec Julianne Moore, par exemple, ou Vera Farmiga, donc je sais que je vais doubler Julianne Moore ou Vera Farmiga, mais la plupart du temps, on ne nous donne pas à voir. Je sais plus si je pense que ça s'est un peu perdu, mais avant, quand on avait un film important à faire, on nous organisait des projections privées, donc on voyait le film avant, petit comité. Mais maintenant, il y a tellement de peur. Je sais pas, il y a tellement de peur, je trouve que c'est un peu exagéré par rapport aux fuites. Mm. Il faut absolument que tout soit hyper secret, hyper confidentiel jusqu'au bout. Enfin, il y a une espèce de parano par rapport à ça. Bon, non, voilà, c'est comme ça. Il faut vivre avec son époque, c'est comme ça, que de toute façon, on en sait le moins possible. Il y a une phrase, je ne sais pas si c'est Xavier Dolan, enfin, il y a une phrase qui dit maîtriser ses gammes pour se permettre d'improviser. Et en fait, et c'est ce que je dis à mes comédiens quand je fais mes formations, c'est qu'en fait, quand on arrive dans un endroit pour travailler, et donc en plateau de doublage, c'est pas parce que voilà, on arrive préparé. Et préparé, ça veut dire que notre articulation, elle est nickel. On est réveillé dans notre corps. On n'arrive pas en disant j'ai mal dormi, je vais me prendre un café. Non, on arrive, on est opérationnel, on est à l'attaque pour bosser. Parce qu'à 9h30 du matin, ça se trouve, il va falloir qu'on fasse une scène de larmes où on va hurler. On ne le sait pas à l'avance, mais il faut qu'on y soit à 100%. On ne se dit pas oh ben non, il est 9h30 du matin, Ouais. je vais la faire vers midi. Bon, peut-être ça peut arriver parfois, mais il faut y aller. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est cette instinctivité que notre outil, il faut qu'il soit prêt tout le temps pour y aller. Et du coup, vous n'avez pas le droit de visionner le film en VO avant de le doubler? Non, c'est assez rare maintenant. Moi, ce que j'ai fait, il y a des choses que j'ai dirigées dernièrement, et j'ai demandé aux sociétés de doublage d'envoyer, avec l'accord du client, d'envoyer à mes comédiens principaux les films en VO, parce que je voulais qu'en arrivant, ils soient dedans. Ça peut arriver de le faire. Mais moi, finalement, non. Parce que voilà, c'est une question de confidentialité et tout. Donc, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de préparation si ce n'est une préparation d'arriver, d'être performant, quoi. Pour vous, qu'est-ce qu'un bon comédien de doublage? C'est une bonne question. C'est marrant parce que j'en parlais hier avec le DA
Un bon comédien de doublage, c'est un bon comédien tout court. Alors, et en même temps, je vais mettre un petit bémol, parce que c'est intéressant, cette question. Il y a des comédiens de théâtre qui sont extraordinaires et qui ne sont pas du tout à leur affaire en doublage. Il y a des comédiens de cinéma qui sont extraordinaires et qui ne sont pas du tout à leur affaire en doublage. Et il y a des comédiens de doublage qui sont magnifiques en doublage et qui sont, voilà, moins magnifiques ou sur scène ou en tournage. Donc c'est très très bizarre. Et puis il y en a qui sont très bien partout. J'ai remarqué souvent que les gens qui sont musiciens, qui font de la comédie musicale, qui sont musiciens, qui sont chanteurs, ils arrivent dans le doublage, ils ont tout de suite quelque chose d'assez évident. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le doublage, c'est une rythmique, c'est une musicalité, c'est un rythme, c'est paf, 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 paf. Et donc, ces gens-là, ils ont ça, et donc, du coup, ils vont rentrer tout de suite. Maintenant, voilà, il faut être comédien. Les gens qui viennent en formation, qui viennent en disant ben, je voudrais faire du doublage, en général, pour moi, ça passe pas très bien. Parce qu'on veut vraiment défendre cette corde de plus à son arc de comédien. C'est du jeu le doublage. Donc un bon comédien de doublage, c'est un comédien qui a du jeu, qui comprend, qui a de la sensibilité, qui a de l'intuitivité, de la sensibilité, de l'intelligence de jeu, qui sait observer tout ce que fait et qui sait le reproduire et qui a l'humilité aussi de le reproduire. Est-ce que ça vous dérange de regarder des films en VF que vous avez doublés ou que vos collègues ont doublés ? Ah, pas du tout. Bon, alors, évidemment, tous les films italiens, je les regarde en VO. Je pourrais pas les... Enfin, parce que c'est ma langue et que... Waouh. Mais sinon, quand c'est une bonne VF, ça me dérange pas du tout. Et puis même, il y a des jours, je suis fatiguée et que je ne comprends pas forcément tout de l'anglais. Je me dis, allez, une bonne VF, ça... C'est chouette, une bonne VF. Il y a des VF Ben qui oui, sont... carrément. qui sont parce qu'il y a des VF qui sont très bien, Ben il oui, faut c'est arrêter. ça. On sera... Une VF sera jamais une VO. Dans la VO, on est d'accord avec ça, mais il y a quand même de belles VF. Donc ça me dérange pas du tout de regarder ou les amis, ou les collègues, ou une VF, voilà. Maintenant, parfois j'aime bien passer VF, VO. Il y a des VF, voilà, quand je sens qu'il n'y a pas d'âme dedans, quand je sens que c'est un truc qui est un peu ronron, il y a un ronron du doublage aussi, attention. Hein. Il y a un truc, quand c'est formaté, un peu ronron. Un Quand ronron ? oui, Comment ça ? on appelle ça un ronron quand c'est un ton convenu, qui est toujours le même. C'est toujours un petit peu la même chose. Il y a des séries parfois ou des films qui sont ce qu'on appelle le ronron. Moi, à ce moment-là, je me dis, bon, c'est du ronron, Ah tiens, oui, je je vais vois. aller, Ouais. voilà, je vais aller regarder la VO. Voilà. D'accord. Mais sinon, ça me dérange pas. Je suis pas du tout, je m'offense pas du tout. Ouais. Et vous pouvez regarder des films où c'est vous qui doublez Julianne Moore ou pas du tout ? Enfin, Julianne Moore, une autre actrice. En français, que je En double, français, en français, bien sûr. Euh, alors, bizarrement, quand je double, je me dis, je le regarderai pour voir comment c'est, quand tout est mixé et tout ça. Et en fait, la plupart du temps, je me rends compte que je le regarde pas, parce que, ou j'ai pas le temps, ou quand on travaille, qu'on dirige beaucoup, même ce que je dirige, parfois je me dis, je le regarderai. Mais en fait, je le regarde pas parce que on a une overdose parfois d'images et que du coup, ou je le regarde très longtemps après. Mais oui, ça peut m'arriver de le regarder. Je peux écouter ce que je fais, mais je ne vais pas passer mon temps à écouter ce que je fais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que non. Donc maintenant, on va passer au jeu des répliques. Je vais vous donner cette petite housse. Dans cette housse, il y a quelques répliques de films que vous avez déjà doublées. D'accord. Donc je vous laisse en piocher une, la lire, la jouer et essayer de deviner de quel film la phrase vient. J'ai peur. Bon, c'est parti, j'y vais. Alors, je la lis. Ouais. Angel, mon bébé, écoute. Ton vieux pote Charles a commis un impair. C'est tout ce que je te dirai. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Alors, tu vas le mettre dans le hachoir. Vous voulez que je vous donne un peu les indications de jeu ? C'est très, très souriant. Je crois que je sais. Je crois que je sais. Ouais. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus, alors tu vas le mettre dans le hachoir. J'ai tout de suite l'image de Kingsman 2, Julianne Moore. Exactement, Yes. c'est ça. C'est ça. Ton vieux pote Charles a commis un impair. C'est tout ce que je te dirai, tu n'as pas besoin d'en savoir plus, alors tu vas le mettre dans le hachoir. J'en prends un autre. Allez-y. Voilà. Que feriez-vous si je vous demandais de faire une toute petite chose ? Je vous parle d'une chose pour laquelle vous êtes particulièrement qualifié.
une chose insignifiante pour vous, mais qui pourrait être lourde de conséquences pour des passagers de ce train, vous le feriez? Je le sais tout de suite. Ouais, Vera Farmiga, The Passenger. exactement. J'adore. Je vous parle d'une chose pour laquelle vous êtes particulièrement qualifié. Une chose insignifiante pour vous, mais qui pourrait être lourde de conséquences pour un des passagers de ce train. J'ai adoré ce passage-là. C'était vraiment très jouissif de... Ah, c'est chouette. Par contre, ça, je me souviens très bien. Et puis aussi, il y a beaucoup de scènes où juste on entend votre voix au téléphone. Oui. Du coup, vous deviez être plus libre pour improviser et pas forcément moins se synchroniser. Oui, mais bizarrement, quand c'est des choses off, parfois c'est plus compliqué à jouer. Ah ouais? Oui, parce qu'en fait, on a rien sur quoi s'appuyer. Oui. Alors que quand on est in, on a vraiment une image et on est dans les yeux, comme on dit, dans la bouche, et on n'a qu'à être au service de la personne qui a déjà fait le boulot. Donc c'est plus facile. Alors que quand c'est la voix off, on est plus libre parce qu'on n'a pas les contraintes du synchronisme et tout ça. Mais ouais, elle avait un personnage très mystérieux. Ouais. Et les scènes du train, parce qu'après elle était beaucoup off effectivement. Mais toutes les scènes du train, elles étaient assez belles et très mystérieuses. Oui, c'est ça. Beaucoup ces personnages-là. Oui. Alors, on peut dire que ça a été une année difficile. Tu vois, je crois que... En fait, ce que je veux dire, c'est que je suis ravie que tu m'aies payé cette glace. Vous voulez un petit indice? Alors là, oui. Il y a Emma Stone dedans. Ah, voilà. Crazy Stupid Love. Ouais, c'est ça. Ah ben voilà. Et c'est à la toute fin du film. Ah oui. C'est quand elle retrouve Ouais, c'est ça. son mari, quand elle Ouais. retrouve... comment il Steve s'appelle Carell. Steve Carell. Ouais. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que... Je suis ravie que tu m'aies payé cette glace. Ah ça, c'était un beau souvenir aussi. Elle avait pas... C'était pas le rôle principal. Mais ouais, Crazy Stupid Love. Mais c'est pas mal quand même. Je Ouais. suis surprise parce que je pensais pas. Il faut que tu m'aides. J'ai besoin de papiers en règle et d'un laissez-passer au nom d'une réfugiée. Elle doit aller sur la côte en passant les contrôles de police. Vous voulez un indice? Un indice. Film de 2006. Enfin, c'est dans un film plus post-apocalyptique. C'est avec Clive Owen. Oui. Oui, c'est oui. ça. Ah oui, génial, c'est tout me revient. Elle a une scène dans une voiture où elle fait passer un truc par la bouche. Oui. Qui est rigolo. Prêt? Zut. Bon ben voilà, dis-moi puis je vais dire ah bah oui. Le fils de l'homme. Oui, le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Ah, le fils de l'homme, voilà, Ouais. c'est ça, le fils de l'homme. J'ai besoin de papiers en règle et d'un laissez-passer au nom d'une réfugiée. Oui, bah voilà, on est arrivé à la fin des... Ah, c'était bien, Les petites c'était bien répliques. ce petit jeu. Ouais, c'est rigolo. Ouais, c'est hyper Merci. rigolo. Ça fait En fait, plaisir, vous en êtes bien ça sortis. fait revenir plein de Ouais. souvenirs en tête. Maintenant, on va passer aux questions rapides. Je vais vous poser des petites questions rapides, des réponses rapides, enfin concises, ou vous pouvez plus développer, c'est comme vous Ça voulez. va être compliqué avec moi, les réponses rapides. Ok. Quelle est votre actrice préférée? À part celle que vous doublez. Je crois que, comme beaucoup de femmes de ma génération, on idolâtre beaucoup Meryl Streep parce qu'elle est quand même... Elle est quand même complètement formidable. Voilà, Julianne Moore, c'est la même trempe, bien sûr. Meryl Streep, oui, elle nous emmène. Moi, elle m'emmène absolument partout, dans tout ce qu'elle a fait, de toute sa carrière. Et puis la femme qu'elle est, et ce qu'elle dit, ce qu'elle revendique, c'est des choses qui me font du bien. Ça me fait du bien, ça me remet du baume au cœur. C'est quoi votre musique de film préférée? Dans L'Ami prodigieux, c'est pas un film, c'est une saga qui est tirée de livres de Elena Ferrante que j'ai la chance de diriger pour Canal. Le réalisateur, il a choisi Max Richter, qui est un compositeur. Et Max Richter, sur ces images-là, j'ai découvert, c'est juste un truc qui il me fait pleurer et me fracasse le cœur. Donc j'aime beaucoup. Sinon, j'adore Morricone, j'adore toutes ces westerns, mais il était une fois dans l'Ouest, là, c'est l'harmonica, ce truc quand ça part, mais comment ça nous prend toutes les cellules et comment ça reste en nous. C'est quoi le film que vous avez préféré doubler? J'ai un souvenir particulier d'un film que j'ai adoré doubler, mais parce que c'était des circonstances particulières. C'est The Lady de Luc Besson. Oui, j'en ai entendu parler. Voilà. Vous avez été dirigé par Luc Besson. Voilà, j'ai été choisie par Luc Besson et c'est le rôle d'Aung San Suu Kyi, donc qui est
la dirigeante birmane, enfin bon, avec tout ce qui se passe en Birmanie, en plus, il y a eu tout ce parcours-là, et qu'on a enregistré ça dans des conditions. Alors là, pour le coup, on avait une semaine chez Digital Factory en Normandie, dans les locaux que Luc Besson avait à l'époque. Je crois que maintenant, il ne les a plus. Et c'était un truc en immersion totale, complètement fou, avec Luc Besson qui nous a dirigés. Et je me souviens qu'au fait, au départ, on avait commencé à travailler avec le DA. Et on avait fait les 2 premières bobines, je crois. Et on était tout contents. Et Luc Besson devait arriver. Et il est arrivé, il a demandé à voir les 2 premières bobines. Donc, obscurité dans la salle, on était là, il commençait à visionner. Et puis d'un seul coup, il fait « Ok, lumière, on recommence tout depuis le début. » Et quand on s'est regardé, on a fait « Mais quoi, comment, qu'est-ce ?» Et en fait, il dit, mais ces réalisateurs, souvent je les ai entendus dire ça, il dit, je veux pas que ça fasse doublage, je veux que ce soit plus simple, pas de belle voix, je veux que ça se passe. Et au début, c'était très déroutant, parce que nous, on avait l'impression d'être simple, et en fait, j'ai compris assez vite ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait nous demandait vraiment d'être dans quelque chose où nous, on avait l'impression de très peu jouer, il fallait d'être très minimaliste dans notre façon de jouer. Ça doit être impressionnant d'être dirigé par Luc Besson. Oui et non, parce qu'en fait, quand on est dans ce travail-là, moi j'étais vraiment en immersion dans cet endroit, et il est arrivé là, il y avait quelque chose de naturel, il y a un courant qui est passé tout de suite, et en fait on était dans le travail, on était vraiment dans le travail, et donc du coup... c'était comme si c'était quelqu'un que je connaissais depuis toujours. C'était très bizarre ce qui s'est passé. Donc, je n'étais pas impressionnée, mais par contre, j'étais vraiment respectueuse de son travail, dans le travail avec lui. Mais c'est comme si je le connaissais depuis toujours. Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi. Voilà. J'ai pas été plus impressionnée que ça. Ok. Un petit peu, oui, peut-être un petit peu, oui. Mais pas, j'étais pas tétanisée de trac, pas du tout. Pour finir cet entretien, est-ce que vous avez un film à conseiller ? J'ai vu un film avant que les cinémas soient fermés, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Drunk, avec Matt Mikkelsen. Ah oui. J'ai trouvé ces acteurs vraiment formidables. Et Matt Mikkelsen, c'est waouh. Waouh. Et je ne sais pas d'où il sort tout ça, mais c'est vraiment nourrissant de voir ces personnages, de voir ce qu'il fait de ces personnages. Donc oui, je le conseille. C'est un film très fort. Ouais. Est-ce que vous avez une série à conseiller ? Je vais vous dire des banalités, parce que tout le monde le dit, mais c'est vrai que moi, j'ai été complètement scotchée par The Crown. J'ai complètement avalé ça. J'attends avec impatience la suite. Et puis, Le Jeu de la Dame, évidemment. Mais ça, on en a beaucoup parlé. This Is Us. J'ai découvert aussi, moi, la série Gomorrah sur la mafia, que j'aime beaucoup. Je suis vraiment tombée dedans. Bon, c'est un peu plus rude, mais voilà. C'est ce qui me vient en tête. This Is Us, je l'ai dit. Unorthodox. Ah oui. C'est 4 épisodes, je crois. C'était hyper intéressant. D'accord. C'est très, très bien. Est-ce qu'on pourra vous retrouver prochainement, peut-être au théâtre ou au cinéma, dans des doublages ? Au cinéma, oui, mais c'est pas tout de suite, parce que je sais pas si j'ai le droit d'en parler, donc je vais peut-être pas en parler. Mais c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Ce sera son 2e long métrage avec un très très joli casting. Et ça sortira sûrement, si ça se tourne, peut-être sur 2022-2023. Voilà. D'accord. Et en doublage, c'est un peu pareil. C'est que des trucs dont j'ai absolument pas le droit de parler. Mais je crois qu'on vous retrouvera dans un film avec Amy Adams qui s'appelle La femme à la fenêtre. Ah oui, ça par contre j'ai le droit d'en parler. Ah bah Bravo. Cool, parce que j'ai envie de le voir. Ce que j'ai vu de ce film m'a donné envie de le voir. Ça j'ai le droit. Oui, ça j'ai le droit d'en parler. C'est avec Julianne Moore. Oui. Ouais. Et en fait, c'était au départ un film pour le cinéma. Et en fait, ce qui est très bizarre, c'est qu'après, ça a été... on m'a dit que ce serait pour Netflix, mais il n'est pas sorti sur Netflix. Donc je me demande si en fait, c'est pas un film qui sera gardé un petit peu au chaud pour sortir au cinéma. D'accord. Okay. Quand les films sortiront, j'en sais rien. Okay. Bon, merci à vous d'être venu dans cette émission. J'espère que vous avez aimé. Oui, c'était rigolo à faire. Super. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode en entier. Merci au Cinéma Choisi aussi qui a accepté de nous prêter la salle. Et puis on se retrouve prochainement pour un 3e épisode. Au revoir. Ton ami Charles a connu un impair. Il ne s'est pas abonné à la chaîne de Drôme. Donc je vais le mettre dans le hachoir.